Épisode 6. La fosse commune. Personne n'a rien vu à part moi. Et tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est d'aller m'acheter 1 litre de lait. Vous vous souvenez de Nancy MacDonald? C'était la voisine de Janice Pocket que vous avez entendue dans l'épisode 1. Nancy était dans les parages le jour où la fillette est partie à vélo chercher son papillon et qu'elle a disparu sans laisser de traces. C'est elle qui a aperçu un break garé en travers de la route et un type qui marchait dans la même direction que Janice. La dernière fois que j'ai vu Nancy, je lui ai promis de revenir et de lui rapporter des photos de mes différents suspects, en espérant qu'elle puisse reconnaître l'individu qu'elle avait vu ce jour-là. Nancy et moi, on s'est donc donné rendez-vous chez son fils, on s'est installé sur la table de son salon et on s'est mis au boulot. J'ai sorti mes photos une par une et je les ai disposées devant elle. Dans le tas, il y avait 2 portraits d'hommes lambda qui n'ont rien à voir avec l'enquête et 3 photos sur lesquelles on voyait les vrais suspects, des gens que je soupçonnais d'être impliqués dans l'affaire Janice Pocket. Donc là, c'est la première image. Je sais, la qualité n'est pas terrible, c'est un peu flou, mais... Ça fera très bien l'affaire. Tenez, sur celle-ci, on le voit un peu mieux. Il est plus jeune par contre, là, sur cette photo. C'était quelques années avant l'affaire. Nancy a passé 10 bonnes minutes à bien observer toutes les photos. Au total, je lui ai montré des images de 5 hommes qui tous correspondaient plus ou moins à la description qu'elle avait donnée dans sa toute première déposition, en juillet 1973. Elle a inspecté les photos une par une, minutieusement, en faisant très attention à ne rien dire, à moins d'être absolument sûre de ce qu'elle avançait. Le type que j'ai vu, il ne portait pas de... Peut-être qu'il ne l'avait pas ce jour-là, il ne portait pas tous les jours ce genre de truc. Pas ce jour-là, en tout cas. Et il n'avait pas de chapeau non plus. Par contre, la couleur des cheveux, ça correspond. Finalement, après mûre réflexion, Nancy a choisi un suspect parmi tous ceux que je lui avais proposés. Elle m'a dit que le nez de l'homme sur la photo correspondait, que la coupe de cheveux était la même, et qu'il avait à peu près la même corpulence que l'individu qu'elle avait aperçu ce fameux jour de juillet 73. Et l'homme sur la photo, c'était Bob LaRossa. Ensuite, je lui ai montré des clichés de voiture pour qu'elle essaye d'identifier le véhicule qu'elle avait vu garé en travers de la route. Et encore une fois, parmi toutes les photos qu'elle avait devant elle, elle a choisi celle du break que conduisait Bob à l'époque. Alors d'accord, ça ne suffit pas à tirer des conclusions, mais là, quand même, tout semble sérieusement accuser Bob LaRossa. Précédemment, dans les disparus de Crystal Lake. Nathan était toujours à rôder autour de chez elle. Il regardait les enfants qui jouaient, Lisa et sa sœur April. Il n'arrêtait pas de la suivre partout. Il la regardait tout le temps. En tout cas, s'il est arrivé quelque chose à ma sœur, et j'espère que c'est pas le cas, mais j'en sais rien. S'il lui est arrivé quelque chose, c'est plutôt Junior que je soupçonnerais, pas Bob. Oui, Bobby, c'était un mec dangereux. Oui. Il nous a dit que les cadavres des gamines étaient cachés dans le puits, avec le toit vert. Oui, et il m'a même expliqué comment faire pour ouvrir le puits et aller chercher à l'intérieur. Et tout ça, les flics, ils l'ont enregistré. Je suis Matthew William Phelps et vous écoutez Les disparus de Crystal Lake. Vers la fin de l'été, j'ai reçu un coup de fil de Terry Shanks. Terry, souvenez-vous, c'est l'une des sœurs de Susan LaRossa. Vous avez entendu son témoignage dans l'épisode 3. Quand je l'ai eu au téléphone, elle avait l'air complètement bouleversée. Elle m'a dit qu'elle avait fait un post sur Facebook le jour de l'anniversaire de sa sœur au mois de juillet. Et quelques jours plus tard, elle a reçu un message d'une femme qui s'est présentée comme la belle-sœur du meilleur ami de Bob LaRossa. Quand j'ai lu son message, j'étais choquée. Et ça m'a même fait un peu peur. Je veux dire, cette fille, elle est au courant de tout. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Des appels comme celui-là, j'en reçois des dizaines. Il y en a beaucoup que je n'ai pas mentionnés dans ce podcast parce qu'ils n'ont servi qu'à me faire perdre mon temps. Donc pas la peine que je vous fasse perdre le vôtre. Mais je prends toujours ces témoignages-là au sérieux. J'essaye de creuser, même si la plupart du temps, ça ne mène à rien de concret. Ma sœur Suzanne, elle traîne avec ce type. Ils prenaient de l'héros ensemble. En revanche, plus j'écoute Terry me raconter ce que cette femme lui a dit sur son beau-frère, et plus je me dis que ça va m'aider dans mon enquête. Ce type, les gens qu'il fréquentait, l'endroit où il vivait, tout a l'air de se recouper. Il faut que j'en apprenne plus. Hi, Suzanne. Oui, How you doing? bien, ça va. Je me sens soulagée même.
Ça fait un sacré bout de temps que je garde toute cette histoire pour moi. Je suis contente de pouvoir un peu vider mon sac. Vous venez d'entendre un bout de ma conversation avec Suzanne Saint-Louis, la femme qui a contacté Terry Shanks sur Facebook. Elle a grandi au bord de Crystal Lake, à quelques centaines de mètres à peine de la maison où vivait la famille La Rosa. La sœur de Suzanne était très jeune quand elle a commencé à fréquenter l'homme qu'elle a fini par épouser, et qui n'était autre que le meilleur ami de Bob La Rosa. Tout ça s'est passé vers la fin des années 60, début des années 70. Un jour, au lycée, la sœur de Suzanne s'est évanouie en plein cours. Elle est allée chez le médecin pour se faire ausculter, et c'est là qu'elle a appris qu'elle était enceinte. Elle n'avait que 15 ans à l'époque. Le type, lui, avait déjà la vingtaine. C'était de l'abus sexuel, il n'y a pas d'autre mot. Quand Suzanne en parle, elle prend une voix neutre. Elle ne laisse transparaître aucune émotion. Au départ, c'est difficile de déchiffrer ce qu'elle pense de toute cette histoire. Mais quand je lui pose des questions sur son beau-frère, que je lui demande quel genre d'homme c'était, la voix de Suzanne commence à trembler de colère. Et donc, quel genre de type c'était? C'était un sac à merde, ce type-là. Il lui tapait dessus. Il était tout le temps bourré. Il travaillait jamais. Vraiment, un connard sur toute la ligne. Elle avait peur de lui, ma sœur. Ça, je m'en rappelle très bien. Et dès que je mentionne le nom de Bob La Rosa, Oh, ils étaient amis depuis des années, même avant qu'ils se marient avec ma sœur. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Des conneries de mecs. Ils faisaient des tours en voiture, ils buvaient des coups jusqu'à s'être minables, enfin, je sais pas, moi. Mon beau-frère, il était un peu klepto sur les bords. Chaque fois que je le voyais, il avait toujours des trucs sur lui. Ça se voyait tout de suite qu'il les avait volés. Mais à qui, alors ça, personne n'en savait rien. nous sommes en août 1975, 2 mois après la disparition de Suzanne La Rosa. Cet été-là, la sœur de Suzanne Saint-Louis part avec son mari et leur bébé pour habiter à Rockville, toujours dans le Connecticut, à quelques kilomètres à peine de là où ils vivaient avant. Où exactement? À l'angle de Village Street et de Ward Street. Donc juste à côté de chez Bob La Rosa, c'est ça? C'est ça. On sait avec certitude que Bob La Rosa habitait en bas de Ward Street. Plus haut, dans la même rue, il y avait celui que j'ai appelé le témoin dans l'épisode précédent, le type qui a l'air d'avoir des informations au sujet des cadavres qui sont enterrés au fond des vieux puits. Et maintenant, j'apprends qu'il y a cet autre individu, ce beau-frère violent, tout aussi louche que les 2 autres, qui vivait lui aussi à moins d'1 minute de là. Et bien sûr, il y a aussi Nathan La Rosa, le frère de Bob La Rosa, qui vivait près de Crystal Lake, à 10 minutes à peine en voiture. D'après Suzanne Saint-Louis, c'est dans l'appartement de son beau-frère que tout ce petit monde se retrouvait entre hommes pour fumer de l'herbe, boire de l'alcool et faire la fête. Et vous les avez déjà vus se comporter bizarrement avec des filles plus jeunes? Oui. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple précis? J'ai passé tout un été là-bas. C'était l'année où Suzanne La Rosa a disparu d'ailleurs, parce que ma sœur venait de tomber enceinte, donc je restais chez eux pour l'aider. Et il y avait aussi la fille de Suzanne qui avait 4 ans, donc je lui donnais un coup de main à elle aussi. Enfin bref, quand ma sœur a accouché, elle m'a demandé d'aller chez elle pour lui récupérer des affaires. Et pendant que j'étais en train de lui préparer un sac, je vois mon beau-frère qui sort de la douche, complètement à poil, et il me sort « Tu veux prendre un peu de bon temps ? Allez, viens avec moi dans la chambre. » Et qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai rien dit du tout. Je suis sortie et je suis retournée à la voiture. Je pouvais pas croire qu'il m'ait dit ça. Et vous aviez quel âge à l'époque? 13 ans. 13 ans. Il y a plusieurs témoins qui m'ont parlé de ce groupe de jeunes hommes de 20 ans qui traînaient en ville et qui agressaient les jeunes filles. Et ils ont tous l'air de dire que leur cible préférée, c'était les filles de 13 ans. Et comme par hasard, 2 des adolescentes sur lesquelles j'enquête avaient aussi 13 ans au moment où elles ont disparu. En repensant aux conversations que j'ai pu avoir sur cette affaire, je me suis rappelé qu'une fois, un flic m'avait dit qu'il y avait déjà eu une enquête sur une bande de détraqués sexuels âgés d'à peu près 20 ans qui sévissait dans la région. La bande agissait en toute impunité. Ils arrivaient toujours à s'en tirer sans être inquiétés par la police. L'une des questions essentielles à se poser, c'est celle des raisons qui poussent les agresseurs sexuels à commettre leurs crimes. La société a beaucoup changé et aujourd'hui ces affaires ne sont pas perçues comme elles l'étaient à l'époque. C'est important de garder tout ça à l'esprit quand on enquête sur des affaires de disparition où les victimes sont des filles assez jeunes. Il faut toujours étudier la piste des violences sexuelles parce qu'en général, ça permet de mieux comprendre les motifs du ou des coupables. C'est souvent une des raisons qui poussent les criminels à enlever ou à assassiner leurs victimes. Et quand on a compris ça,
ça permet de remettre les choses en perspective. Parce que le harcèlement sexuel ou le viol, ça n'a rien à voir avec le sexe. C'est toujours une histoire d'intimidation, de peur, de domination et en fin de compte, de pouvoir. Et plus on en parlera, mieux on comprendra ce qui est en jeu. Et plus ça nous permettra de mettre les agresseurs hors d'état de nuire. Bob LaRosa n'a pas mis longtemps à oublier et à remplacer sa femme Suzanne. Un beau jour, moins de 2 mois après qu'elle ait disparu, il est passé à l'appartement du beau-frère de Suzanne Saint-Louis, accompagné d'une autre fille, qu'il a présentée à tout le monde comme sa nouvelle copine. Et vous vous rappelez aussi, comme je l'ai expliqué dans un des épisodes précédents, Bob s'était arrangé pour faire placer ses 3 enfants dans des foyers et des familles d'accueil quelques jours seulement après la disparition de leur mère. D'après mes sources, il a fallu à Bob 72 heures à peine pour se débarrasser de toutes les affaires de Suzanne quand elle a disparu. Et 2 mois plus tard, même pas, il ramène une nouvelle copine. Il n'y a que 2 explications possibles. Soit c'était un salaud sans cœur, soit il savait pertinemment que Suzanne ne reviendrait jamais. Est-ce qu'il parlait d'elle parfois? Non, jamais. Pour tout vous dire, je n'ai fait le rapprochement que bien plus tard. À l'époque, je ne savais même pas qu'elle avait disparu. Enfin, je crois pas en tout cas. J'ai demandé à Suzanne Saint-Louis si son beau-frère avait déjà mentionné Suzanne LaRosa ou sa disparition. Ma sœur avait un cancer. Dans les mois qui ont précédé sa mort en 2010, je passais souvent dans la région pour aller la voir à l'hôpital, donc je le croisais. Une fois, je lui ai parlé de Suzanne LaRosa, et ça ne lui a pas plu du tout. Dites-moi un peu plus, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous lui avez dit? On échangeait des nouvelles des gens du coin qu'on connaissait tous les deux, et puis j'ai dû dire un truc du style « Ils n'ont jamais retrouvé Suzanne LaRosa, non ?» Et lui, direct « Putain, mais qu'est-ce que vous avez tous à me faire chier avec cette histoire? Je veux plus en entendre parler. » Et quand il vous a dit ça, vous avez réagi comment? Je me suis dit « Mais pourquoi tu mens ?» Il mentait, je savais qu'il mentait, j'en étais persuadée. Et d'après vous, c'était quoi ce mensonge? Qu'il savait pas ce qui s'était passé. Moi, je crois qu'il le savait très bien. Il le savait. Qu'est-ce que vous croyez qu'il savait? Ce qui était arrivé à Suzanne LaRosa. Ce mec-là, il n'avait aucune conscience. C'était vraiment un sociopathe. Voilà, c'est ça. C'était un gros sociopathe. Ensuite, Suzanne me raconte un trajet en voiture avec son beau-frère. Je me rappelle plus où on allait. Tout ce que je sais, c'est qu'on passait par Bamforth Road. Et là, il dit « Tiens, c'est par là qu'il y a les fantômes. » On était du côté du vieux cimetière, je sais pas si vous voyez. Alors, je lui réponds « Ah oui, je vois l'histoire, le cimetière et tout ça. » Et lui, il me répond « C'est pas du cimetière dont je veux te parler. Il y a des vrais fantômes dans le coin. » Si on suit Bamforth Road, on finit par croiser un chemin qui mène là où la dépouille de Suzanne LaRosa a été retrouvée. Étrange tout de même que le beau-frère de Suzanne Saint-Louis parle de fantômes précisément à cet endroit-là. Et il y a encore autre chose. Souvenez-vous, dans l'épisode 4, Stacy LaRosa a dit que le soir où sa mère a disparu, elle avait vu un homme aider son père à se débarrasser du corps de sa mère. Un homme en chemise à carreaux rouge et noir et qui sentait le tabac à la cerise. Quand je lui ai parlé de ce détail, Suzanne m'a immédiatement dit qu'effectivement, à cette époque-là, son beau-frère portait toujours des chemises à carreaux. Il faut savoir que le témoin, lui aussi, s'habillait comme ça. Mais il faut se méfier de ce genre d'indices. Souvent, ils ont l'air prometteurs et on a envie d'y croire. Mais ce ne sont que des suppositions, du moins jusqu'à ce qu'on trouve des preuves plus solides. Suzanne Saint-Louis m'a aussi révélé qu'après l'été où Suzanne LaRosa a disparu, Bob et son beau-frère ont arrêté de se parler du jour au lendemain. Jusque-là, les deux étaient comme cul et chemise. Ils étaient inséparables depuis l'enfance. Et puis, la femme de Bob disparaît, il se trouve une nouvelle copine. Dans la foulée, le beau-frère de Suzanne fait ses valises, il déménage dans le Maine et il ne recontacte plus jamais Bob. En menant mon enquête, j'ai appris que des policiers étaient montés de Vernon jusque dans le Maine pour aller interroger le beau-frère sur l'affaire Suzanne LaRosa. Les documents que j'ai pu consulter montrent que la police l'a approché parce qu'il pensait qu'il savait quelque chose, mais sans pour autant le considérer comme suspect. Après cette entrevue, apparemment, le département de police de Vernon a conclu que ce n'était pas lui le coupable. Mais il se laissait quand même la possibilité de le recontacter par la suite. Leur théorie, c'était qu'il avait peut-être trempé dans l'affaire d'une manière ou d'une autre, mais que ce n'était pas lui qui avait fait le coup. C'est quand même bizarre, non?
Tout le temps où il a vécu dans le coin, il y avait des filles qui disparaissaient et ensuite il déménage et d'un coup ça s'arrête. À Rockville, vous voulez dire? C'est ça. En ville, il était tout le temps « Hey, salut toi, tu veux pas venir avec moi? J'ai de quoi fumer, tu veux ?» Et donc, il passait son temps à faire des tours en ville et à proposer à des filles de monter dans sa voiture. Oui, ou alors il leur proposait de la drogue, ce genre de truc. Il était tout le temps dehors à rôder, il était presque jamais chez lui. Suzanne Saint-Louis s'est aussi rappelée d'un incident qui s'est produit quelques semaines seulement après la disparition de Suzanne LaRosa. J'étais chez ma sœur. On devait aller récupérer des habits à moi, chez mes parents, parce que j'avais prévu de passer l'été dans le coin. Donc, on sort pour prendre la voiture, et là, on voit que la banquette arrière a été complètement arrachée. Ma sœur va le voir et elle lui demande « Qu'est-ce que t'as foutu avec la banquette arrière de la voiture ?» Et lui, il lui répond « Oh, j'ai renversé de l'huile partout dessus, j'arrivais pas à la nettoyer, alors je l'ai virée. » Et donc, j'ai dû passer tout le trajet assise par terre à l'arrière de la voiture, à même le métal, parce qu'il avait aussi enlevé le tapis de sol bleu qu'il y avait. Le tapis de sol bleu dans la voiture du beau-frère de Suzanne Saint-Louis avait été arraché. Elle s'en souvient très clairement, puisqu'elle a dû passer tout un trajet sur le sol. Et tout ça à la même période où elle a entendu son beau-frère parler de fantômes, non loin de l'endroit où on a retrouvé ce qui restait de Suzanne LaRosa. Cette histoire de tapis bleu, ça me fait penser à quelque chose, mais je n'arrive pas à me souvenir de quoi. J'ai passé un moment à relire toutes mes notes, et j'ai fini par retomber sur ma dernière conversation avec les Wendell, quand Ken me parlait de ce qu'il avait retrouvé au fond du puits qui est sur leur terrain. Ken Wendell m'a envoyé une vidéo qu'il a prise le jour où la police est venue faire les fouilles. En voici un extrait. Ils ont trouvé un genre de bâche en plastique en dessous, et ils avaient l'air de dire que c'était important. Vous voyez ? Et ce tapis, ils ont trouvé ça intéressant. Oui, ils ont inspecté ce truc de près. Et une fois qu'on a enlevé tous les habits qui étaient par-dessus, on a vu ça. Et là, c'est le tapis. On le voit encore un peu. J'ai regardé la vidéo de très près, image par image. On y voit clairement que la pelleteuse a déterré un bout de tapis bleu. Un bout de tapis bleu qui avait tout l'air de venir d'une voiture. Hi, Terry. Bonjour. Vous m'emmenez faire de la randonnée ? Je crois pas, non. Comment ça va? Ça va, enfin, ça peut aller. Je suis toute chamboulée, hein, quand même. Oui, je peux comprendre. Écoutez, c'est normal vu les circonstances. Oui, c'est normal. Je savais pas quoi faire, ni quoi amener d'ailleurs. J'ai pris des fleurs, je sais pas ce que j'aurais le droit de faire, ce qui serait permis. Pendant mon dernier entretien avec Terry Shanks, elle m'a raconté que tous les ans, elle revenait dans le coin de forêt où on avait retrouvé le corps de sa sœur Suzanne. Elle y déposait des fleurs pour lui rendre hommage, des tournesols. Parce que c'était la fleur préférée de Suzanne, qui était un peu hippie sur les bords. C'est un détail qui m'a marqué, ça. Quand Terry parle de sa sœur et de l'hommage qu'elle lui rend tous les ans, on voit tout de suite à quel point elle souffre. Elle est comme toutes les familles des disparus. Ce sentiment de vide ne les quitte jamais vraiment. Ils n'essayent même pas forcément de retrouver le coupable, ce qu'ils veulent, c'est retrouver celui ou celle qu'on leur a enlevé. Et le plus tragique dans tout ça, c'est que le coin de forêt où Terry se rend chaque année, ce n'est même pas le bon endroit. Elle a été mal informée, et c'est terriblement injuste. La famille de Suzanne mérite de connaître l'emplacement précis où son corps a été retrouvé. J'ai donc contacté le lieutenant Bill Meyer du commissariat de Vernon, et on s'est donné rendez-vous avec Terry pour qu'il lui montre le lieu exact et qu'il lui explique ce qu'il sait de l'affaire. C'est un mec super, Bill Meyer. Vous allez vite le reconnaître, c'est lui le policier de Vernon auquel vous avez parlé. Même si je l'ai déjà vu, je pense que je le reconnaîtrais pas. Hein. Je me rappelle jamais de leur tête. Désolé, hein, mais les flics, j'ai du mal. Terry ne fait plus confiance à la police. Et ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Pendant des années, elle n'a pas été tenue informée de l'avancement de l'enquête. Et ils n'ont pas pris non plus au sérieux les pistes qu'elle leur proposait. Elle s'est sentie complètement mise à l'écart. Et le reste de la famille de Suzanne aussi. Salut. Alors on y est, c'est ici? Non, c'est un peu plus loin par là. Toute cette zone, je la connais bien. Enchanté en fait, Bill Meyer. Bonjour, Terry Shanks. Je suis la sœur de Suzanne. Merci d'être venu. Merci de prendre le temps de faire ça. Vous voulez rire? C'est important pour moi d'être là. On s'est garé vers Bamforth Road. On est exactement à l'endroit où le beau-frère de Suzanne Saint-Louis a dit qu'il y avait des fantômes. Personne n'habite là. Il n'y a pas de maison. Au loin,
On entend le bruit des voitures qui passent sur l'autoroute 86, à 500 mètres vers l'ouest. Quand on quitte l'autoroute, on tombe sur une route de campagne qui va vers le nord et qui traverse 2 petits plans d'eau. Juste avant le 2e plan d'eau, la route croise un sentier de bûcheron. Plus personne ne l'utilise aujourd'hui. Il est à moitié recouvert par la végétation. Mais à l'époque des disparitions, il était encore praticable. Le chemin s'enfonce dans la forêt et au bout de quelques centaines de mètres, il débouche sur un champ. C'est là que les policiers veulent amener Terry. C'est un moment qu'elle ne raterait pour rien au monde. On est en plein été, il fait une chaleur à crever, le soleil tape dur. Après toutes ces années, Terry va enfin découvrir où l'assassin a jeté la dépouille de sa sœur. On discute avec Bill sur le trajet et il mentionne un détail que je trouve intéressant. À l'époque, c'est là qu'ils balançaient les feuilles mortes, c'est bien ça? Oui, il les balançait là. Du coup, je sais pas dans quel état il est cet endroit aujourd'hui. Je veux dire, si ça se trouve, tout ce qu'on va trouver, c'est un gros tas de feuilles mortes, des animaux en train de se décomposer. Ce qui m'interpelle, c'est que les employés municipaux venaient souvent par ici. J'ai habité la région pendant 40 ans et je ne savais même pas que cet endroit existait. Et je ne pense pas être le seul. À mon avis, la majorité des gens du coin n'en ont jamais entendu parler non plus. Or, celui qui a assassiné Suzanne a directement pensé à venir là pour se débarrasser de son corps. C'est donc qu'il connaissait très bien ce coin de forêt. Attention, l'herbe est assez haute ici. Oh boy. Vous en faites pas, on va se débrouiller. Il y a une chose que je peux vous dire avec certitude, c'est que pour tous les policiers du commissariat de Vernon qui ont enquêté sur l'affaire Suzanne LaRossa, et ça représente des milliers d'heures d'enquête, Bob LaRossa a toujours été le suspect principal. Quand le dossier a été rouvert en 2002, la police scientifique est retournée fouiller l'appartement de LaRossa, accompagné d'un expert en criminologie du nom de Henry Lee et de Bernadette, la sœur de Suzanne. Le docteur Lee a fait des prélèvements sur le sol de l'appartement pour les analyser dans son laboratoire, mais il n'a trouvé aucune trace de sang humain. Pourtant, les policiers du commissariat de Vernon en charge de l'affaire ont tout de même réussi à convaincre un procureur de monter un dossier pour que Bob LaRossa soit mis en examen. Malheureusement, la procédure n'a pas abouti. La dernière fois que j'ai appelé au commissariat pour avoir des nouvelles de l'enquête, c'était il y a 2 ans, pas plus. Ils m'ont passé un petit jeune qui devait avoir 25 ans maximum et qui m'a dit qu'il n'avait pas encore eu le temps de regarder le dossier. Ouais, et il m'a dit qu'il me rappellerait, mais il l'a jamais fait. Donc bon, j'ai réessayé 1 fois ou 2, puis j'ai fini par lâcher l'affaire. Ces vieilles affaires, vous savez, parfois il y a du nouveau et puis parfois tout est au point mort. Il y a quelques années, on a monté une équipe pour étudier de nouveau l'histoire de votre sœur et puis depuis, ça avance petit à petit. Oui. La frustration de Terry est totalement compréhensible. Le problème, au fond, ce n'est pas seulement que la communication entre la police et les familles soit compliquée, c'est aussi que les policiers ne communiquent pas bien entre eux. Tout ce que les familles veulent, c'est être rassurées, savoir que l'enquête avance, que la police n'abandonne pas. Mais souvent, ce sont plusieurs générations d'enquêteurs qui se repassent les mêmes affaires, et ils ont chacun des façons de faire différentes, donc forcément, ça crée la confusion. On continue notre chemin, tous les 4, et on finit par atteindre une clairière. On est à quelques kilomètres à l'est de là où Terry dépose des fleurs chaque année depuis 40 ans. Pour la première fois, en 4 décennies, Terry va se tenir à l'endroit exact où les restes de sa sœur ont été retrouvés. Vous voyez cet arbre là-bas? C'est à cet endroit. Le buisson là? Terry met un moment avant de se mettre en marche. Elle regarde dans le vide. Elle a l'air d'être plongée dans une grande réflexion. Je me demande à quoi elle peut penser. Et puis elle commence à marcher lentement vers l'arbre. Je l'accompagne, mais Bill, lui, décide de rester en retrait. Elle, qui est plutôt bavarde d'habitude, plus on s'approche, plus elle devient silencieuse. C'est pas trop dur d'être ici, ça va? Vous tenez le coup? Oui. Ouais, ça va. Je suis émue, j'ai le cœur qui bat tellement fort. Je suis content que vous ayez pu venir ici. Vous méritez vraiment de connaître cet endroit. Nous nous tenons à l'endroit exact où les restes de Suzanne LaRossa ont été retrouvés. On n'a pu retrouver que son crâne et quelques os, dispersés autour de ce buisson, près duquel je me trouve avec Terry. Il n'y a jamais eu de fouille approfondie pour essayer de retrouver d'autres preuves à ce qu'on m'a dit. Par exemple, personne n'a pensé à ramener des chiens policiers pour fouiller la zone. Les forces de l'ordre ont un peu retourné le sol autour de l'endroit où on a découvert les ossements, mais ils n'ont rien trouvé de plus.
Oh mon Dieu, j'espère que c'est pas un genre de fausse commune. Oh, vous savez quoi? J'ai bien peur que si. Je m'explique. En général, une fois qu'un tueur a trouvé un endroit où se débarrasser des cadavres de ses victimes, il en change rarement. Donc, si c'est bien le même type qui est responsable de toutes ces disparitions, il est venu ici pendant près de 10 ans, sans jamais être découvert. C'est seulement quand les restes de Suzanne LaRosa ont été retrouvés qu'il a dû changer de tactique. C'est un grand espace dégagé. Il n'y a rien autour de nous à part des herbes hautes, des fleurs sauvages, des buissons et un champ un peu plus loin. Le chantier de bûcheron permet d'arriver et de repartir discrètement, même au volant d'une voiture. Les moteurs des voitures qui passent sur l'autoroute un peu plus à l'ouest couvrent tous les autres bruits. C'est l'endroit parfait pour se débarrasser d'un corps sans être vu ni entendu. Terry s'agenouille près du buisson, et puis elle ferme les yeux un moment. Enfin, elle dépose les tournesols par terre, près d'un terrier de renard. Vous allez déposer les fleurs ici. On sent que vous êtes très ému. Terry a tout de suite eu une pensée pour April, la sœur d'Eliza White, et pour Mary, la sœur de Janice Pocket. Toutes les trois, ça fait des années qu'elles se soutiennent mutuellement dans leurs épreuves. Je veux dire, nous au moins, on l'a retrouvée. On est chanceux quelque part. Les gens, ils nous disent tout le temps, dans votre malheur, vous avez de la chance, au moins vous savez. Et c'est vrai, ils ont raison. Et au fond, même le coupable, on sait très bien qui c'est. Alors que les 4 autres, personne ne sait où elles sont. Je sais, et je prie tous les jours pour qu'on les retrouve. Moi, au moins maintenant, j'ai ce tas de feuilles mortes, c'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Merci. Au moins, comme vous dites, maintenant, vous connaissez l'endroit. Vous pouvez revenir aussi souvent que vous voulez. Merci. Vous voulez que je vous laisse un instant toute seule? On retrouve Bill et on se met en marche pour retourner à nos voitures. Sur le trajet du retour, le lieutenant nous raconte quelque chose d'intéressant. Vous savez, je crois que ce coin-là n'a pas beaucoup changé depuis 1978. Ensuite, Bill nous explique comment la police enquête sur les disparitions. C'est moi qui lui ai demandé de nous en dire plus, parce qu'il y a quelque chose qui me dérange dans cette affaire. Dès que Suzanne LaRosa a disparu, les forces de l'ordre auraient dû aller perquisitionner l'appartement de Wall Street où elle vivait. Et ils auraient dû emmener Bob LaRosa au poste pour l'interroger. Tout ça, ils l'ont fait, mais bien plus tard. Aujourd'hui, c'est très différent, parce que déjà maintenant, avec tous les gadgets électroniques, on peut trouver des preuves beaucoup plus facilement. Tout le monde a un téléphone, on peut les localiser avec le GPS, il y a la reconnaissance faciale aussi, même si tout le monde ne l'a pas encore. Et puis ensuite, il y a toutes les données bancaires, les relevés de cartes de crédit, tout ça on peut y avoir accès, donc on peut tracer les personnes pratiquement en temps réel. C'est beaucoup plus facile de retrouver quelqu'un aujourd'hui. La plupart du temps, on met quelques jours, pas plus. Comme on a tous grandi dans le coin, le temps de revenir jusqu'à l'endroit où nos voitures sont garées, la conversation dérive sur notre enfance dans la région. On reparle d'un restaurant qui s'appelait l'Igloo, où tous les jeunes du coin allaient traîner dans les années 60-70. Lisa White passait beaucoup de temps là-bas, tout comme Irène et Suzanne LaRosa. Terry nous raconte qu'elle y allait souvent avec le témoin, qui était son beau-frère à l'époque. Ce témoin, c'est le genre de source qu'il faut approcher avec beaucoup de précaution. Il peut changer d'avis à tout moment. Et si jamais il prend peur, mon enquête est fichue, donc je veux en savoir le plus possible sur lui avant de l'approcher. Il faut que j'arrive à le cerner avant de le contacter, parce qu'il m'a l'air d'être un type sacrément bizarre. Par exemple, une de mes sources m'a dit que quand il est revenu s'installer dans le Connecticut, avant d'arriver au poste de douane à la frontière de l'État, il a mis ses gosses dans le coffre de sa voiture. Pourquoi il a fait ça? J'en ai pas la moindre idée, mais ça en dit long sur le bonhomme, vous trouvez pas? Je vais bientôt le contacter, ce témoin. Mais d'abord, je veux en savoir davantage sur lui. C'est pour ça que j'ai fait appel à son ex-femme, Anne Prentice, qui se trouve être la sœur de Suzanne LaRosa. Il était beaucoup plus vieux que moi. J'avais 16 ans. Et lui, 22. Anne m'a confirmé que notre témoin avait travaillé comme ouvrier de maintenance dans différentes écoles du district et qu'il passait des journées entières à faire des tours en ville avec Bob LaRosa dans son vieux break. D'après Anne, son ex-mari était quelqu'un d'extrêmement violent. Il l'a martyrisée. La pauvre femme vivait un enfer dans sa propre maison.
Est-ce que ça lui arrivait de sortir sans vous dire où il allait? Parfois, je ne le voyais pas pendant des jours. Pendant des jours entiers? Oui. Il partait travailler le matin, et puis il rentrait pas avant le lendemain soir. Je vois. Et vous savez où il allait? Aucune idée. Et il m'a vite fait passer l'envie de lui demander. Dans l'épisode précédent, on a appris qu'Anne Prentice et Irene LaRossa étaient amies d'enfance et qu'elles s'étaient encore plus rapprochées après avoir été violées toutes les deux pendant leur adolescence. Anne m'a laissé entendre que le violeur n'était autre que Nathan LaRossa. Mais le traumatisme est si fort encore aujourd'hui qu'elle refuse d'en parler en détail. À l'époque où les disparitions ont eu lieu, Anne et le témoin étaient les voisins de Suzanne et Bob LaRossa. J'ai donc demandé à Anne si elle se rappelait où était le témoin ce soir-là et ce qu'il faisait. Il n'est pas rentré ce soir-là. Ou alors je ne l'ai pas entendu. J'ai aussi demandé à Anne si son ex-mari avait déjà mentionné Suzanne après sa disparition. Non, jamais. La seule fois, c'est un soir où on s'est disputé et où il était très en colère. Il m'a dit « Fais gaffe à toi, ou tu vas finir comme ta sœur. » Dans le prochain épisode des Disparus de Crystal Lake. Est-ce qu'il y a un détraqué qui rôde dans la région et qui kidnappe des gamines? Il y avait déjà eu Janice Pocket et puis Debbie Spickler quelques années avant ça. Il peut y avoir deux possibilités. Soit c'est lui le coupable, soit il y a deux victimes. Il y a une autre question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une autre disparue? Le nom d'Irene LaRossa, ça vous dit quelque chose? Non, jamais entendu parler. Tout le monde me dit « T'inquiète pas, elle va revenir ». Peut-être qu'ils disent ça pour me rassurer, mais ça marche pas du tout. C'était le 6e épisode des Disparus de Crystal Lake, un podcast Énergie et iHeart Podcast. Mise en son Nicolas Mollet, produit avec l'Acme Productions. Avec les voix de Philippe Mema, Valentine Alaki, Léonie Pinjot, Blanche Leleu, Sylvain Sougnier et Pierre-Michel Dudon.